Jérôme, bonjour. Bonjour. Alors j'ai été très surpris, un peu comme tout le monde, lorsque une dame nommée Nathalie Leroy, que toi tu connais très bien, qui a mené l'enquête de 2008 à 2012, est venue témoigner devant un juge pour dire qu'elle avait le sentiment d'avoir été instrumentalisée par la Société Générale. Je me suis dit, c'est dingue, c'est comme si le commissaire Juve allait dire que Fantomas, finalement, est totalement innocent. Toi, tu as vécu ça comment? Comme un énorme soulagement. Si tu me permets, ce n'est pas juste une question de sentiment qu'elle déclare au juge d'instruction. Elle dit qu'elle a la certitude que je suis innocent, que la Société Générale savait ce que je faisais à l'époque, et donc que le dossier et les condamnations ne tiennent plus. Donc comment je l'ai ressenti et comment je l'ai pris, comme un soulagement et une forme de réhabilitation. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est la personne qui a fait toute l'enquête depuis 2008, probablement la personne qui connaît mieux le dossier dans l'institution judiciaire. C'est la personne qui me réveillait en garde à vue en janvier 2008 à 6h du matin pour me réentendre, pour me cuisiner, et donc qui connaît le mieux le dossier. Donc cette personne-là est une figure de la police, de l'institution judiciaire, qui, 7 ans après, a le courage et l'honnêteté de dire « je me suis trompé ». C'est suffisamment rare que la justice et la police reconnaissent ses erreurs pour que ce soit noté. Et je salue, j'en profite d'ailleurs pour saluer le courage de ce commandant de police, qui est juste admirable, et qui va dans le sens de ce qu'on entend par ailleurs dans d'autres personnes, d'autres voix de l'institution judiciaire disent exactement la même chose que cette personne. J'espère que ces personnes-là auront également le courage de suivre le chemin de Nathalie Leroy. Comment ça se fait que, quand, par exemple, tu avais été interrogé dès le départ par les gens de la Société Générale, c'était enregistré, mais elle n'a eu que des éléments écrits, qui donc étaient vraisemblablement tronqués, et elle ne se rend compte que des années plus tard. C'est normal? En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Qu'est-ce qui lui met le doute, en fait? Qu'est-ce qui lui met le doute? Déjà, on dépose plainte, parce que ce qui s'est passé, c'est que moi, pendant toute l'instruction, j'ai demandé à avoir accès au scellé. Enquête équitable, normalement, je pense que ça va marcher comme ça. Je demande, il y a des pièces qui ont été saisies par la police, je vais y avoir accès. On me les refuse. On me les a refusées pendant 5 ans. Ce n'est qu'à la faveur du travail de mon équipe de défense, emmenée par David Kubik, qu'on a pu avoir enfin accès, au bout de 5 ans, à certains scellés. Et on se rend compte que les bandes sont trafiquées. Les bandes des enregistrements, les fameux enregistrements sont trafiqués. On entend les coups de ciseaux. On entend les coups de ciseaux, et puis moi, surtout, j'y étais présent à cet interrogatoire. Donc tu sais très bien ce que tu as dit et pas dit. Je ne savais pas que j'étais enregistré, je sais ce que j'ai dit. Et il y a des phrases, notamment, et des scènes qui ont eu lieu durant ces 2 jours, que je ne retrouve pas dans l'enregistrement. Notamment quand j'interpelle mon chef en me disant « Mais Martial, arrête, tu étais au courant de quoi, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et ça n'y est pas, bizarrement. Voilà, il y a beaucoup de choses qui manquent, et puis les coupes sont tellement grossières qu'à l'oreille simple, ça s'entend. Nathalie Leroy, aujourd'hui, évidemment, on commence à entendre des rumeurs. Très rapidement, on va dire soit qu'elle a égorgé des enfants, soit qu'elle prend de la drogue, soit qu'elle est zoophile. On va tenter, évidemment, en tout cas la partie adverse, c'est-à-dire la Société Générale, qui aujourd'hui est bien emmerdée d'avoir cette femme qui se retourne contre eux, va essayer de faire accréditer les thèses les plus saugrenues pour que son témoignage ne soit pas pris en compte par le juge. Oui, j'imagine que c'est effectivement ça qui va se passer. On a déjà quelques éléments qui nous font penser qu'ils sont déjà à la manœuvre. Maintenant, le fait est que la seule personne qui est la mieux placée pour juger de la crédibilité et de l'intérêt de ce témoignage, c'est le juge d'instruction qui a le PV entre les mains. Et on verra bien la suite qu'il donnera à ce témoignage-là. S'il décide de donner des mesures d'expertise suite à ce témoignage, ça veut dire que le témoin est crédible et que toutes ces rumeurs, si elles sont dévoilées ou annoncées, ne sont que des mouvements de diversion pour essayer de discréditer la personne. Voilà, mais moi je m'interrogerais quand même si ça venait à arriver, ces discrédits. Bizarrement, depuis 2008, la police a fait un travail remarquable sur la Société Générale, et quand la police donne un avis contraire et à leurs intérêts, ça y est, le témoin ne serait plus crédible. Donc il viendra à ce moment-là à vous de prendre la part des choses et de vous interroger sur pourquoi ce revirement de la position de la Société Générale s'ils font ça. Mais jusqu'à présent, as-tu le sentiment de pouvoir compter sur les médias, sur la presse? Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Il y a beaucoup de médias qui pour parler un peu vulgairement, m'ont fait des saloperies, m'ont trahi. Il y a eu des fausses interviews publiées de moi. Il y a eu de fausses rumeurs également sur moi, publiées dans la presse. Des éléments intimes qui ont été tronqués pour essayer de me défoncer.
qui ont été publiés dans la presse, mes proches qui ont été attaqués également. Donc j'ai une vision de la presse qui est pas forcément super sympa. Maintenant, évidemment, sans la presse, on ne peut rien faire et c'est un formidable porte-voix et évidemment, j'ai besoin de ce porte-voix-là pour me faire entendre, parce que sinon, le dossier serait étouffé depuis longtemps. Donc des gens comme vous sont super importants pour moi. Ouais. Donc ça veut dire au fond que tu auras été le serviteur d'un système, tu t'es retrouvé là-dedans, tu es devenu un excellent trader, tu avais des ordres, les mecs te disaient va toujours plus loin, toi tu suivais, tu étais pris dans une sorte de mouvement. Moi j'étais dans une spirale totale, c'est-à-dire que j'ai fait du trading pendant 3 ans. Au cours de ces trois années, je gagnais de plus en plus d'argent pour le compte de la banque. Et donc je suis pris dans cette griserie de gagner de plus en plus d'argent pour le compte de la banque. Et moi j'ai l'impression de bien faire mon job, parce que je suis payé pour faire de l'argent. Je suis encouragé en cela par mes chefs qui me fixent des objectifs de plus en plus importants. À titre d'information, en 3 ans, mes objectifs financiers ont augmenté de 1700%. C'est-à-dire que mes chefs ont dit, entre la première année et la 3e année, tu feras 1700% de plus. Évidemment, on fait plus d'argent en prenant plus de risques. C'est assez basique à comprendre. Et donc voilà, j'avais des résultats que je déclarais à ma hiérarchie qui étaient en inadéquation totale avec les pseudo-limites dont ils se prétendent aujourd'hui. Mais à l'époque, ça les choquait, pas plus que ça. Tant que l'argent rentre, ça ne choque personne. Il faut savoir que sur l'argent que je faisais gagner à la Société Générale, mes chefs gagnaient leur bonus. Alors, beaucoup de gens ont dit à l'époque que oui, il a fait ça pour l'argent, donc on essaie de me mettre un délit d'escroquerie sur le dos au début de l'enquête, qui a été balayé immédiatement par le juge d'instruction, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'enrichissement personnel dans mon dossier. Je n'ai pas fait ça pour l'argent. J'étais passionné par ce que je faisais. Et j'étais, comme tu disais tout à l'heure, dans une spirale où je ne me rendais plus compte, où j'ai pété un plomb, évidemment. Mais la fable selon laquelle mes chefs n'étaient pas au courant et n'avaient pas conscience de ce que j'étais en train de faire est complètement dingue et pas crédible du tout. J'entends les traders que je croise depuis 7 ans, il n'y en a pas un qui me dit on y croit un quart de seconde. Mais l'aspect foncièrement inhumain en réalité de ce métier, puisque de l'autre côté de ton ordinateur, il y a des mecs qui se retrouvent sur le carreau ou qui en meurent à l'autre bout du monde aussi bien parce que tu as fait un joli coup et que vous avez fêté ça avec du champagne, voire parfois de la coke, enfin pour toi je ne sais pas, mais enfin on sait que chez les traders c'est un peu une tradition. Il n'y avait jamais ce côté moral qui te sautait à la gueule en disant « Merde, je fais un boulot d'enculé en fait ». Alors pour être franc avec toi, le côté moral, je l'ai eu au début quand ça a commencé, parce que moi le premier gros coup que j'ai fait, c'est en 2005 sur les attentats de Londres. La première fois que j'ai gagné beaucoup d'argent pour le compte de la banque, c'est sur le dos de l'attentat de Londres. Je ne me suis pas senti bien parce que j'ai pris conscience que j'étais en train de faire de l'argent sur des morts. Et j'ai un de mes supérieurs qui m'a demandé de prendre de la distance par rapport aux événements, et qu'on était là pour ça, et qu'il fallait que je prenne de la distance. Donc petit à petit, en fait, on devient un robot, on n'y réfléchit plus. Et après, ça devient quasiment anecdotique ce qui peut se passer dans le monde. Moi, j'ai vu des gars espérer que la guerre pète au Liban, que les tornades, Katrina et compagnie, touchent le pays pour pouvoir spéculer à la baisse en espérant que le marché allait s'écrouler, parce que impact sur les assurances, ainsi de suite, reconstruction, machin, tout ça. Donc voilà, donc des catastrophes autant financières que humanitaires que environnementales, c'est des choses qui sont des bonnes nouvelles pour les traders. Et au bout d'un moment, tu perds cette distance-là avec le monde réel, tu es devant un écran et tu ne réfléchis pas aux autres.